Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Hey, aujourd'hui, on est le vendredi 13. Je ne sais pas si vous croyez à ça, que ça porte malheur ou au contraire, OK, ça porte bonheur. J'ai vu un peu des deux côtés de la médaille, deux philosophies. J'ai des gens qui disent qu'il y a des portails le 13, le vendredi 13. J'ai des gens qui disent que ça porte malheur. Bref, OK, moi, j'ai décidé de le faire vendredi parce que dans le fond, mardi, normalement, je le fais le mardi soir. Ben, je ne pouvais pas, ou j'étais fatigué, j'avais plein de raisons. Fait que j'ai décidé de le faire le vendredi 13. Je trouvais que c'était un beau thème, OK, pour faire une entrevue. Puis j'ai décidé de faire ça sur l'heure du midi. Encore là, c'est une première parce que normalement, je fais ça le soir vers 20h, 20h30, quand les gens ont commencé à être plus disponibles après avoir fait les dodos des enfants, etc. Pour le midi, ben, le vendredi, ben, le soir, j'aime bien ça, prendre ça relax. J'aime bien ça, OK, m'occuper d'autres choses que faire des entrevues. D'ailleurs, ma blonde va venir me voir ce soir. Fait que c'est sûr que je vois autre chose à faire que vous parler, puis j'espère que vous me pardonnez. Fait qu'on va voir si ça répond bien le midi. Puis peut-être je pourrais éventuellement le faire. Vous le savez, mes entrevues sont toujours disponibles en rediffusion sur ma chaîne YouTube, qui est en haut. Vous pouvez voir, c'est en cabale 2252. Vous pouvez aller le voir. Il y a beaucoup de contenu, toutes les entrevues que je fais, mais aussi les ateliers, beaucoup de conseils, beaucoup de méditation aussi. Fait que gênez-vous pas, ça me fait plaisir. Puis là, vous voyez à l'écran, si vous aimez ce que je fais ça bénévolement, OK? Fait que likez, partagez, puis là, arrête là. Fais-le tout de suite, là. Fais-le tout de suite. Si tu l'écoutes en diffusion, en rediffusion, ben là, prends le temps, mets sur pause, OK, va liker, va partager. Si tu es en direct, ben fais la même chose, like, partage après, peu importe, OK? Moi, ça va me faire vraiment plaisir, puis on va pouvoir aider plus de personnes. J'en suis convaincu que mes entrevues vous aident, OK? Puis on peut partager cette bonne nouvelle-là. Alors, ben, pour commencer, ben, je veux justement parler du vendredi 13 parce que pourquoi on appelle ça un vendredi 13? Vous le savez, moi, je suis un fan d'histoire, tout ce qui est histoire, tout ce qui est mystérieux, j'adore ça. Puis, il y a quelque chose que j'aime particulièrement, c'est toute la période de l'Antiquité et la période du Moyen Âge. Ça, c'est des périodes pour moi au niveau de l'histoire que je préfère. Puis, dans le fond, le vendredi 13, c'est sûr qu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs idéologies, là, mais la mienne que je préfère, ben, dans le fond, c'est simple. Vous connaissez sûrement les croisades au Moyen Âge, Jérusalem était aux mains des musulmans ou des Sarrasins ou d'autres peuples comme ça. Puis, dans le fond, ben, le pape il a lancé plusieurs croisades pour reconquérir la ville puis la Terre Sainte. Bref, ben, il y a un ordre religieux qui s'est fondé qui s'appelait les Templiers. Il y a plusieurs légendes là-dessus. Puis bref, les Templiers, ben, il y a plusieurs, comme je disais, plusieurs légendes, plusieurs idées à leur sujet. Mais bref, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça, c'est un fait. Les Templiers, bien, dans le fond, ils étaient omniprésents dans la Terre Sainte. Puis après ça, bien, quand on l'a perdu, quand je dis on, là, c'est dans le fond, c'est les catholiques, les chrétiens, bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils étaient très influents en Europe principalement et surtout très, très riches. Puis ça, dans le fond, ça a fait la convoitise de plusieurs personnes, dont le roi de France de l'époque, qui s'appelle Philippe IV, le roi de France, qui était vraiment... D'ailleurs, il devait beaucoup d'argent justement aux Templiers. Puis ces Templiers étaient comme des banques qui prêtaient l'argent à des gens, même à des royaumes souvent, qui étaient extrêmement riches. Le roi devait de l'argent, mais aussi, il y avait aussi certains savoirs qu'on pensait que les Templiers avaient trouvé des choses mystérieuses dans la Terre Sainte, peut-être des secrets. Si vous avez déjà écouté le Da Vinci Code, vous avez peut-être vu un peu qu'il y avait le secret, le sang royal, des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourrait faire une entrevue uniquement là-dessus. Bref, les Templiers étaient extrêmement riches, mais avec aussi un savoir, des connaissances. Bref, ça a fait la convoitise du roi de France. Puis dans le fond, il y a eu une arrestation massive qui était le vendredi 13. Je crois, j'ai pris des notes en 1307. Exactement. Fait que dans le fond, plusieurs Templiers ont été arrêtés, puis dans le fond, jugés, puis une bonne partie a été exécutée ou brûlée. D'ailleurs, comment je pourrais dire ça, le responsable de l'ordre des Templiers a été brûlé. Là, je pense que c'était Jacques de Molay. Peu importe. Bref, il y a même eu des légendes. Quand il s'est fait brûler, il a maudit le roi de France, puis les descendants, puis ça s'est produit aussi. Tout ça, c'est des légendes, mais
vendredi 13, OK, vu que dans le fond, il y a plusieurs personnes qui disent que ça porte malheur, ben bref, c'est souvent attribué à cette histoire-là, l'arrestation des Templiers. Puis, ils ont été accusés aussi, tu sais, vous savez, à l'époque, OK, bon, il y avait, bon, tout ce qui était, genre, contre la religion catholique, ben c'était très, genre, mal vu. Fait que, dans le fond, ils ont été accusés d'hérésie, principalement. Quand on parle d'hérésie, c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est renier le Dieu, renier le Christ, cracher sur la croix, avoir idéaliser genre des idoles païennes, des trucs comme ça, qui étaient plus ou moins fondés. Puis sous la torture, ben, plusieurs Templiers, probablement, je dis probablement parce que dans le fond, j'étais pas là à l'époque, ben, dans le fond, ils ont avoué certaines fautes, OK, puis bref, ils ont été arrêtés, puis l'ordre a été dessous plusieurs années après par le pape. Fait que c'est l'histoire du vendredi 13, mais quand on prend le temps de regarder puis fouiller un petit peu plus, on se rend compte qu'il y avait quand même d'autres légendes à ce sujet au niveau du vendredi 13. Fait que je pense que ça date de vraiment loin. Puis je suis convaincu que vous avez déjà des épisodes, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est quand on croit à quelque chose, quand on a des idées qui s'apportent malheur, justement le vendredi 13, mais nos idées, vous le savez, je le dis tout le temps, se matérialisent dans des faits, dans des situations. Alors, quand on croit à quelque chose, si vous croyez à la pleine lune, c'est sûr que la pleine lune va avoir une influence sur vous, positive ou négative, selon vos croyances. Alors, faites attention, toujours avoir de belles pensées dans votre tête. On pourra en parler plus des Templiers, parce que souvent, on a parlé un peu du Da Vinci Code de Dan Brown, mais tu sais, il y a beaucoup de gens aussi, il y a des légendes là, que les Templiers, dans le fond, quand ça a été dissous, ben, dans le fond, il y a eu les francs-maçons qui sont sortis de là pour continuer leur savoir, etc. Il y a plusieurs groupes aussi semi-religieux, gnostiques, comme la Rose-Croix, les francs-maçons, la Kabbale aussi, peu importe, c'est des sujets là, qui pourraient être intéressants à parler. D'ailleurs, moi, je veux pas, moi, je suis pas dans la religion, j'impose pas mes idées, c'est juste que j'aime ces sujets-là, j'aime les sujets historiques, les sujets un peu mystérieux. Alors, prenez toujours votre discernement, prenez ce qui est bon pour vous, et après ça, genre, si ça vous parle, ben, prenez-le dans votre vie ou pas. Je vais vous parler de ma dernière randonnée, puis ça en a été une bonne. Puis c'est rare que je vais vous dire ça. Je fais beaucoup de randonnées, le plein air, c'est ma passion. Plus que c'est difficile, plus que j'aime ça. J'adore faire des 10, 15, 20 kilomètres en montagne principalement. Au Québec, je les ai pas mal tous faites, du moins les bonnes, celles qui sont intéressantes. Puis là, dans le fond, j'ai décidé d'aller faire aller aux États-Unis. J'ai fait le Mont Lafayette il y a quelques semaines, voire quelques mois. J'ai adoré. C'est une belle montagne. Je vous la recommande fortement. C'est dans le New Hampshire, le Mont Lafayette. C'est vraiment une belle randonnée d'environ 6 heures, 7 heures, tout dépendant de votre niveau d'endurance et de forme. Fait que c'est une belle montagne. Puis là, j'ai décidé de faire une montagne plus difficile selon ce que j'avais lu à l'époque, qui est le Mont Washington, toujours dans le New Hampshire, dans les Montagnes Blanches. Alors, j'ai parti de Sherbrooke, ma conjointe reste à Sherbrooke, alors je suis parti de chez elle samedi dernier à 4 heures du matin, je me suis rendu là. La température, je ne sais pas par où vous êtes, là, mais dans le fond, la température ce week-end, c'était pas extraordinaire, il y avait de la pluie, beaucoup, beaucoup de vent. Puis je peux vous dire, au New Hampshire, c'était vraiment le cas. J'arrive directement au Mont Washington. Moi, je ne m'étais pas très, très renseigné. Je ne suis pas un gars qui aime ça surplanifier, surtout quand je pars tout seul, surtout quand je pars avec des groupes, c'est sûr qu'il y a des gens qui désirent avoir plus d'informations, puis ça, je comprends ça, puis je respecte ça. Mais quand je pars tout seul, je suis un peu freestyle, puis ça, je vais partir là-bas, je vais aller un peu spontanément, puis tout ça. Fait que j'étais arrivé, puis j'ai fait la randonnée, je l'ai pris en note, là. Il appelle ça le Tuckerman Ravine Trail. Tuckerman, c'est probablement le nom de la trail. Ravine, c'est un ravin, puis il y a un ravin. Puis dans le fond, cette trail-là, ben, ça monte jusqu'en haut. Puis quand j'arrive, il pleut à verse. Je me rends compte que j'avais oublié mon, comment on appelle ça, un sac imperméable pour mon sac à dos. Je l'avais enlevé parce qu'à un moment donné, il était mouillé, fait que je l'ai enlevé de mon sac à dos pour qu'il puisse sécher. Je ne l'ai pas remis. J'avais quand même un imperméable, j'ai des souliers en Gore-Tex. Fait que je dis, wow, c'est pas grave, mon sac va être mouillé, mais tu sais, c'est un sac que je vais vous le montrer. D'ailleurs, on va en parler tantôt de ce que je mets dans mon sac normalement. C'est un sac Valstraverne, que j'adore cette compagnie-là. C'est un sac en toile, c'est toujours de robuste, là. Il y avait ça, c'est du G1000, je crois. En tout cas, c'est une toile qui est un peu cirée, fait que c'est vraiment, il y a quand même un minimum d'imperméabilité, ce sac-là. Fait que, bref, je pars avec ça, mais avant,
je ne connais pas le chemin, fait que je rentre dans le chalet d'accueil, je parle avec un monsieur qui est responsable là-bas. Il me dit, bon, c'est sûr que tu peux faire de la randonnée, mais en haut, là, il y a des vents de 100 à 120 km/h. Fait que la partie qui est, dans le fond, qui est plus abrupte, parce que le mont Washington, c'est environ 2000 mètres. Je pense que je l'ai mis, c'est 1917 mètres. Fait que c'est assez haut. Je ne pense pas qu'il y ait un mont de cette hauteur-là au Québec. Quand on parle du mont Albert, je pense que c'est 1000. Mont Mégantic, c'est 1100 mètres. Fait que c'est une des bonnes montagnes. Puis les derniers mètres, OK, moi, je calcule environ un bon 2 km. Ben, tu es vraiment. Il n'y a aucun arbre, OK, tu marches sur de la roche, OK, puis il n'y a pas rien qui peut t'empêcher là, de couper le vent, la pluie, etc. Fait que c'est sûr qu'il me dit, bon, cette partie-là, ce tronçon-là de la randonnée va être assez difficile. Même, il me déconseillait de faire ce bout-là. Alors, OK, moi, ça fuck mon plan. Je suis parti de Sherbrooke juste pour ça. Je connais, j'ai pas regardé les hôtels autour, les autres trails, tout ça. Puis, je suis un entrepreneur. Hein. Moi, quand j'ai une idée en la tête, OK, je la fais. Puis, je suis persévérant. Puis, c'est dur à me convaincre du contraire. Fait que là, je vais y aller. Puis, on verra rendu là, parce que c'est quand même une randonnée d'environ un 12-13 km. Fait qu'il y avait quand même une couple de kilomètres avant d'aller dans ce tronçon-là. Fait que je pars, il pleut à verse, OK. Tout est mouillé, la pluie est froide aussi. Fait que c'est un mélange du début qui faisait quand même assez chaud. Ça refroidissait beaucoup en montant, mais tout était mouillé. Fait que c'était dur d'enlever des couches. Juste pour vous dire aussi, il mouillait tellement qu'il a fallu, même si mon cellulaire, OK, il n'est pas imperméable, mais je veux dire, il va à l'eau, OK, c'est un Samsung S23, tout récent, fait que je suis capable de le mettre dans l'eau, mais j'ai les gants tout mouillés, le cellulaire tout mouillé, je cliquais, là, quand il y a des gouttes sur le téléphone, c'est dur vu que c'est tactile. Il a fallu que je l'arrête, j'ai pratiquement aucune photo de moi, juste pour vous dire. Puis plus qu'on montait, plus qu'il faisait froid, plus que c'était difficile là, avec mes mains de le tenir. De toute façon, fait que je l'ai arrêté complètement. Puis, fait que j'ai pas de photo pour prouver qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Moi, avec moi-même, je suis capable de vous le dire. Fait que, bref, une grosse randonnée rendue au tronçon qui ventait beaucoup. Effectivement, il ventait extrêmement beaucoup. Puis plus tu montais, plus que dans le fond, le vent était intense. Juste pour vous donner une idée, des fois, il ventait tellement là, que je m'agrippais après une roche pendant 5 minutes. Parce que dans le fond, j'avais peur de tomber ou de perdre pied ou peu importe. Même des fois, il ventait tellement que l'hiver, des fois, il y a tellement de vent, OK, il y a de la neige aussi, on a de la difficulté à respirer, mais ça arrivait régulièrement. Puis ce dernier tronçon-là était extrêmement difficile, la pluie, elle fouettait. Je suis convaincu que c'était même de la grêle des fois, OK, ou de la neige. C'était très glissant aussi sur les parois rocheuses. J'ai monté en haut, j'ai réussi. En haut, c'était extrêmement haut sur le sommet. C'était vraiment, on ne voyait absolument rien. J'ai même vu par la suite des gens qui des photos avec écrit le mont Washington sur une pancarte. J'ai absolument rien vu de ça. J'étais allé à l'abri pour pouvoir manger. J'ai mangé. J'étais tout mouillé. J'ai ouvert mon sac pour me changer, mettre des bas, changer de pantalon, peu importe de chandail. Tout mon sac était mouillé. J'avais un manteau d'hiver que j'avais apporté. Il était trempe. Je pouvais le tordre juste pour vous donner une idée. Mes souliers en Gore-Tex, c'était tout trempe. OK? Fait que je me suis rendu compte que j'étais très mal équipé. Je me suis mis quasiment là, en bobette pour manger. J'ai fait sécher mon linge 20 minutes, mais ça n'a pas séché. Fait que j'ai remis le linge. J'avais un manteau. J'avais amené un deuxième manteau quand même. Mais lui était plus ou moins mouillé. Je l'ai mis directement sur mon corps. J'ai mis mon imperméable, qui lui était quand même potable. J'ai changé mes bas. Ça a duré 5-10 minutes parce que les souliers, j'ai des bas qui étaient quand même secs à l'intérieur de mon sac. Ça ne s'est pas rendu là. Mais en mettant dans mes souliers, c'était tout trempe. Je n'avais pas mis des souliers de spare. Je me suis rendu compte au niveau des souliers ou des bottes, il y avait de quoi là-dessus que je devais mieux m'équiper. Fait que clairement, si vous avez des conseils à me donner, là, je vais être preneur de ce côté-là. J'aurais dû amener mon sac imperméable pour protéger mon sac à dos. Ça aurait été différent. M'amener peut-être une deuxième paire de souliers ou avoir des bottes plus techniques, plus imperméables, plus de trek, peu importe. Je suis en train de regarder ça présentement. Fait que je redescends. La température s'est empirée. Il ventait tellement. J'ai manqué de perdre ma casquette. Il y a des gens qui avaient de la misère. Je descends là, OK, je peux vous dire, j'ai manqué à abandonner 2-3 fois parce qu'en haut, quand je mangeais, je me suis rendu compte qu'on pouvait payer pour redescendre soit en téléphérique ou en autobus. Puis mon mental travaillait très, très fort justement pour pouvoir dire « Hey Hugo, ben regarde, c'est dangereux, tu peux glisser, tu peux tomber. » Là, j'avais des froids aux pieds parce que là, mon corps n'était pas chaud vu que j'avais arrêté 20 minutes, une demi-heure.
Fait que je peux vous dire, j'ai manqué à abandonner, mais je l'ai fait, j'ai continué. Fait que j'ai réussi à faire cette randonnée-là. Fait que je ne sais pas à quoi ça ressemble, OK, le paysage, malheureusement. Je vais le refaire, c'est sûr. Probablement que si vous m'écoutez, peut-être vous l'avez déjà fait, OK. En tout cas, vous pouvez peut-être m'envoyer des photos. Mais ça a été une randonnée super intéressante. Ça a été vraiment un accomplissement. Je peux vous dire, je me suis dépassé. Mon mental qui était très fort pour que j'abandonne, comme je l'ai mentionné. Je l'ai fait. Puis, je peux vous dire, j'ai été raqué 2, 3 jours par la suite, assez intense, ce qui arrive rarement d'un Mont-Albert. Là. Moi, je fais ça, puis le lendemain, je fais une autre randonnée, je ne sens pas ça. Je peux vous dire, j'ai senti vraiment au niveau des cuisses, là, vraiment des petits maux le lendemain, même le soir même. Mais ça s'est parti quand même assez rapidement. J'en suis très content. C'est une belle randonnée, je vous le conseille. On doit être en forme, ça c'est certain. C'est quand même assez technique. Il y a le dernier 2 km, je peux vous dire, c'est extrême selon moi. Ce n'est pas difficile, c'est extrême. Ça se fait quand même si vous êtes en forme, si vous êtes bien équipé aussi. Je l'ai fait que si je l'ai fait, vous êtes capable de le faire. Puis, les conditions climatiques changent énormément beaucoup. Fait que c'est important d'avoir beaucoup de choses dans votre sac à dos, beaucoup de couches, des couches imperméables aussi, c'est important. Et avoir surtout, OK, un truc pour s'il pleut, mais on ne le sait pas. Des fois, on part, il fait super chaud, mais en haut, il peut pleuvoir, il peut neiger. Fait qu'avoir un truc qui est capable de rendre votre sac à dos imperméable, c'est super important. Fait que, comme je peux vous dire, là, j'ai pris des leçons de ça. C'est sûr, ce n'est pas tous les monts hockey qui peuvent avoir des variations climatiques avec un niveau d'intensité autant que le mont Washington. Mais ça m'a donné le goût d'en faire encore plus, c'est clair. Moi, je suis un gars de même, je vais toujours me surpasser. Ça fait que si vous avez d'autres destinations à me proposer, ça va me faire vraiment plaisir. Puis là, je vais m'équiper comme il faut. Ça m'a donné vraiment le goût. Là. J'ai fait plusieurs magasins de plein air par la suite pour pouvoir regarder ça. Le Mont Washington, OK, c'est pas mon seul trip que j'ai fait le week-end dernier. Moi, je me suis dit, ma blonde était occupée avec sa famille, elle avait des activités. Fait que je suis parti vraiment un road trip aux États-Unis. Première destination était le Mont Washington. Mais juste avant de parler de qu'est-ce que j'ai fait, j'ai passé la semaine à Sherbrooke. Puis là, je suis parti. Moi, j'ai une petite décapotable Z4. OK, bon, elle n'est pas jeune. Moi, dans le fond, la vie m'a envoyé 1 million de signes, OK, pour pas que j'aille faire mon trip aux États-Unis. Je dis la vie, l'univers, OK, mais je plus mes résistances, plus mon ego. J'ai eu des check engines, OK, sur ma voiture. J'ai eu plein de choses, OK. J'ai oublié des trucs comme mon sac imperméable. Fait que, tu sais, la vie m'a envoyé 1 million de raisons. Puis, tu sais, même des fois, avec les gens avec qui je parlais, ils me disaient, Hugo, là, vas-y pas, là, tu sais, je veux dire, la vie t'envoie des signes. Mais moi, j'ai compris à l'intérieur de moi quand je me posais la question, OK, est-ce que je veux y aller faire mon trip? Mais moi, ma petite voix me disait oui, Hugo, vas-y, vas-y, vas-y. Même s'il y avait full de signes qui me disaient de ne pas y aller. Puis j'ai compris que dans le fond, ces signes-là, OK, c'était pas des signes pour dire Hugo, là, tu vas être en danger si tu y vas, ou t'es mieux de rester à Sherbrooke ou à Lévis, OK, à Rivière-du-Loup, c'est plus sécuritaire, ou tu as des choses à vivre là. Non, moi, je chantais à l'intérieur de moi, c'est ça que je devais faire, OK, mais ma résistance, mon ego, mon mental, OK, lui, eux autres, là, ces choses-là, là, ils ne veulent pas que tu sortes de ta zone de confort, ils ne veulent pas que tu grandisses, tu évolues. Puis là, j'étais confronté à ça toute la semaine, mais je suis très fier de moi parce que dans le fond, quand je m'écoutais, j'écoutais ma petite voix, je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Fait que le Mont Washington, OK, je suis parti à 4 h du matin samedi. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? OK, après le Mont Washington, je suis parti, je suis allé. Qu'est-ce qui est beau, c'est que j'ai mis le GPS, OK, en partant de Sherbrooke. Puis, dans le fond, c'est sûr que je connais ça des États-Unis. J'étais allé à Old Orchard, OK, full souvent. J'étais allé dans le Maine, je me suis promené partout. Puis, tu sais, je connais les chemins, les gros chemins, tu sais, les autoroutes, tout ça. Puis là, le GPS m'a amené dans des petites routes de campagne. Fait que le soir, pas le soir, le matin très tôt, il faisait noir. Fait que j'aimais ça parce que, dans le fond, j'ai passé dans des chemins que je ne connaissais pas. Puis en partant du Mont Washington, c'est la même affaire. Je voulais aller à Old Orchard, OK? C'était un rêve pour moi d'y aller. J'étais allé plusieurs fois l'été, juin, juillet. J'étais allé vraiment peut-être une dizaine de fois. Mais là, je voulais y aller soit l'hiver, soit l'automne pour voir comment c'est, puis tout ça. Puis je sais pas, c'était un trip. C'est sur ma bucket list imaginaire. Le Mont Washington l'était aussi d'ailleurs. Fait que je suis parti, j'ai mis ça sur le GPS, OK, après le Mont Washington. Pack qui m'a amené dans des petites routes de campagne. Okay, j'étais arrivé dans des petites villes. Tu sais, les petites villes américaines, là, tu sais, que tu vois des puits à eau, là, comme des citernes, tout ça, genre des choses vraiment rustiques. J'ai arrêté dans des panneurs, dans des restaurants. C'était vraiment magnifique. Ça m'a sorti de ma zone de confort. J'ai aimé ça. J'étais dans des petits chemins de campagne. C'était merveilleux. J'étais arrivé à Old Orchard, OK, puis habituellement, vous le savez, si vous connaissez ça, il y a plein de Québécois, puis c'est super populaire. Il y a énormément beaucoup de personnes. Là, il y avait fuck all un chat. Il n'y avait personne. Moi, ce que j'ai fait, c'est
habituellement, j'étais habitué d'y aller en famille. Fait que, je suivais un petit peu le flow. Là, j'ai décidé de faire mes choix pour moi-même, vu que j'étais seul, justement. Et j'ai choisi l'hôtel que j'ai toujours voulu rêver aller là. J'étais allé au Wave, pour les gens qui connaissent ça, sur le bord de la plage. Fait que j'ai réservé ça. C'est drôle, j'arrive, la fille voit que je parle français, elle me parle français. Parce qu'il y a plein de monde qui parle français à Old Orchard. Fait que là, je vais là, OK, je prends une petite douche parce que j'avais fait le Mont Washington. Puis après ça, je pars, je vais sur le pire. OK? Le pire, c'est pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est comme un pont en bois un quai en bois couvert, à moitié couvert avec des commerces. C'était à moitié fermé. J'étais allé au petit pub à l'entrée, bu 2-3 petites bières du Maine, qui sont excellentes comme toujours. Puis après ça, un petit fish and chip, qui il n'y a pas d'homard, il n'y a plus d'homard à cette période de l'année-là dans ce restaurant-là. En tout cas, fait que j'ai pris un fish and chip, c'était délicieux. J'ai chillé là, j'ai lu un livre, il y avait un band, c'était merveilleux. Il y avait ça, TV, il y avait du football aussi. C'était vraiment intéressant. J'allais me promener dans la ville, tout était fermé. Habituellement, il y a 1 million de boutiques, il y a plein de choses. Là, il n'y avait rien. J'ai senti un peu de nostalgie. Puis le but de tout ça, d'aller à Old Orchard, parce que j'ai vécu des choses extraordinaires là-bas dans le passé, c'est que je voulais un peu confronter mon ego, mon mental, parce que dans le fond, on s'attache souvent à des expériences. C'est sûr que j'étais allé au Washington, je n'avais pas de référent. C'est sûr que le mental, il est là, il sort de sa zone de confort, puis lui, il vit, puis tu es beaucoup dans ton cœur, c'est merveilleux. Mais quand tu as des expériences passées, ton mental a tendance à toujours avoir un référent, puis revenir toujours dans ce qui est arrivé dans le passé. Puis là, dans le fond, en allant au Old Orchard, ben là, je savais que j'allais sentir de la nostalgie. Je savais que, dans le fond, j'allais avoir faire ce travail-là de référent, tout ça. Fait que c'était comme boucler la boucle pour revenir à quelque chose du moment présent et vivre une autre expérience. Fait que pour moi, ça a été une quête super extraordinaire. Après ça, le lendemain matin, je me suis promené encore partout à Old Orchard. Puis après ça, je suis parti, je suis allé à Portland. Là, c'est pas Portland dans l'Oregon, qui est la ville la plus grosse, là, quand on parle des Portland aux États-Unis. C'est vraiment Portland au Maine. J'adore ça. Il y a un petit quai, il y a un vieux port là-bas, c'est super beau. Il y a plein d'homards, des repas avec du homard. J'ai mangé genre de guédille au homard qui appelle un lobster roll là-bas. Une petite bière encore là. J'ai magasiné dans des magasins. C'était merveilleux. C'était super beau. Après ça, je suis parti. Je suis allé à Freeport. Freeport, c'est comme des outlets. Là, mais c'est des vrais outlets. C'est pas des outlets là, comme on voit à Mirabel ou à des places comme ça, que c'est quasiment un magasin Adidas normal. Là. C'est des vrais outlets où il y a des restants de batch souvent. Il y a des magasins qui sont plus réguliers. Fait que moi, j'aime ça là-bas parce qu'il y a un magasin Valstraven, que c'est ma marque préférée au niveau du sport, au niveau du plein air. Fait que, il y avait un magasin là, j'étais allé là. Il y a LL Bean aussi. Je me suis acheté la veste que j'ai présentement. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez, c'est de l'autre côté, une petite veste. C'est LL Bean, si vous ne connaissez pas ça, c'est un magasin de plein air style plus rustique. Ou de chasse aussi, de pêche. Fait que j'adore ça. Il y a beaucoup de stock. C'est hyper grand à Freeport. C'est immense, immense. C'est le magasin le plus grand. Fait que tu peux rester des heures et des heures dans ce magasin-là. Fait que si vous aimez le plein air, allez là. C'est super merveilleux. Puis Valstraven, vous connaissez sûrement. C'est une marque très connue. Après ça, j'étais de retour. J'ai mis ça sur le GPS vers Sherbrooke. Encore là, il me passe dans des chemins encore différents. J'ai vu les montagnes blanches d'une autre perspective, d'un autre chemin. Puis, je suis retourné. Fait que c'était vraiment merveilleux. J'ai adoré ça. Un petit road trip comme j'aime de 2-3 jours. Je vous le conseille, puis surtout, partir en solitaire, c'est toujours merveilleux, c'est toujours intéressant. Je veux vous parler de qu'est-ce qu'on doit mettre dans un sac à dos, parce que clairement, moi, je pense que j'ai eu des petites leçons par rapport à ça. D'ailleurs, ça prend un bon sac à dos. Moi, je pars toujours avec un sac à dos, un 30 litres facilement. Vous le savez, quand on part, les sacs à dos, là, le volume, c'est en litres. Fait que je pars toujours avec un sac à dos d'environ 30-35 litres. Le monde me dit, des fois, c'est gros, mais j'amène beaucoup de stock. Qu'est-ce qui est important, c'est toujours avoir des trucs d'hydratation. Moi, je vous conseille toujours une gourde filtrante. Une gourde, là, c'est la marque, je ne sais pas, je prononce comme il faut, Grell. Et d'abord, c'est vraiment une gourde où tu peux vraiment mettre de l'eau dans une rivière, puis il va la filtrer à 99,9%. Fait que moi, je vous conseille ça, parce que quand il manque de l'eau, quand on a trop bu, dans le fond, on peut aller dans une rivière, dans un cours d'eau pour pouvoir prendre de l'eau. Il y a Life Straw aussi qui en fait beaucoup, là, si vous allez chez Sport Expert, ou toutes les boutiques, la Tulipe, Sales et Mecs de ce monde. Je vous conseille toujours aussi d'avoir un genre de poche hydratante comme ça, là. Vous avez sûrement déjà vu ça. Là. Ils en vendent souvent dans des sacs à dos directement. Parce qu'un sac à dos, tu peux avoir facilement 1 litre à 2 litres, 3 litres. Et ça rentre dans ton sac. Puis tu peux prendre ta petite corde pour pouvoir boire en temps et lieu quand vous voulez. Fait que c'est facile. Tu n'es pas obligé de sortir ta bouteille d'eau. Tu peux marcher en buvant aussi. Fait que c'est génial. Je vous conseille ça. Il y en a plusieurs marques. Comme je vous dis, il y a des marques aussi de sacs à dos qui viennent directement avec. Là. Fait que vous pouvez aller là-dessus. Je vous conseille toujours d'avoir un couteau.
J'en parle tantôt un petit peu plus des marques. Là. Un petit couteau, c'est toujours pratique pour couper votre sandwich ou en cas de problème, tout ça. Après ça, ben, une trousse de survie quand on se blesse, hein, des ampoules, des choses comme ça, c'est toujours important. Après ça, une lampe frontale, tu sais, ça paraît pas. Ça m'est déjà arrivé, je suis revenu, OK, il était 6 heures le soir, il faisait noir, fait que ça prenait une lampe frontale. Lampe de poche, toujours important. Ça aussi, hein, des fois, c'est plus malléable aussi quand on cherche quelque chose dans notre sac ou peu importe. Des batteries. J'amène toujours des batteries parce que souvent, exemple, ça fait un mois que vous n'avez pas fait de randonnée, ça se peut que les batteries ont coulé, ils ne fonctionnent pas nécessairement. Après ça, j'amène toujours, moi, un genre de petit chaudron. Chaudron avec là-dedans, il y a des kits qui se vendent comme MSR qui est super intéressant. Avec, là, je ne le viderai pas nécessairement, mais avec un chauffe-eau intégré. Tu peux acheter directement une bonbonne de propane. Le chauffe-eau se connecte dessus. Le truc se connecte dessus qui permet de faire sortir la flamme. Super intéressant. Des assiettes aussi pour manger. C'est pas nécessairement. Moi, je l'amène parce que j'aime ça faire. Je ne l'ai pas fait souvent, là, mais j'aime ça me faire de la nourriture directement en randonnée. C'est le fun. Tu peux manger une sandwich, mais si tu es capable d'amener un petit chauffe-eau, faire cuire du riz, des choses comme ça. Tu peux amener ta propre nourriture, OK, si c'est juste une journée. Ou il y a des produits en sachet, là, tu peux en trouver de toutes les sortes. Moi, t'as-tu vu, c'est un ragoût. Un ragoût, puis tu sais, des fois, je m'en fais même dans le chaudron sur le poêle à la maison. C'est quand même super bon. Tu mets de l'eau là-dedans, OK, puis c'est merveilleux. Fait que moi, je traîne toujours un sac déshydraté dans mon sac à dos, s'il y a un pépin ou quelque chose, ou même des fois pour le fun, OK, on veut faire une pause, peu importe, c'est intéressant. Une tasse en titanium que tu peux mettre directement sur ton chauffe-eau. Fait que dans le fond, tu peux faire du café. J'ai même un petit kit ici là, pour faire du café, que tu peux couler le café à l'intérieur. Je vois en rafale là, parce que il y a beaucoup de choses. De l'anti-mouche, toujours important d'en mettre parce que souvent les mouches, ça peut rendre ta randonnée vraiment pas intéressante. Crème solaire, là, j'en ai pas présentement parce que je l'ai enlevé parce qu'il ne restait plus. Des allumettes. Puis moi, c'est des allumettes, là, vraiment, là, s'ils sont mouillés, ben, le pot est étanche. Puis dans le fond, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu peux l'allumer directement sur une surface rude. Puis s'ils sont mouillés, ça fonctionne encore. C'est important, ça arrive régulièrement. Mon couteau, de mon côté, là, je vous en ai parlé tantôt, mais il y a quand même un petit truc pour allumer du feu. Je ne sais pas, comme vous pouvez voir, là. Fait que tu peux faire en frottant comme il faut. Ça fait du feu. C'est sûr que ça prend des petites mousses pour pouvoir allumer ça ou des choses que vous pouvez acheter là, qui permettent de recevoir l'étincelle pour que ça puisse allumer. Super important, des trucs comme ça. Ils appellent ça des hot pans, qui est ça pour les mains, pour les orteils. Moi, j'ai tendance l'hiver, même l'automne, le printemps, des fois, à avoir froid aux mains. Fait que c'est important d'avoir ça. Ça, ils vendent ça en gros paquet. Là, c'est toujours un indispensable. L'hiver, c'est sûr que c'est vendeur. Trousse de premiers soins, je vous l'ai dit. Des Kleenex, ça paraît pas, hein, mais on a toujours, quand il fait froid, on a toujours le nez qui coule. C'est super important. Toujours pratique aussi si on mange, s'essuyer. Toujours des crampons. C'est sûr que l'été, c'est moins utile, mais l'hiver, c'est essentiel. Surtout quand on fait de la montagne. C'est vraiment important. Après ça, des trucs pour des tiques. Là, le monde va dire hey, des tiques, Hugo, c'est un mythe, ça n'existe pas. Je peux vous dire ça que je pensais avant. Moi, je suis dans le coin de Québec, dans le coin de Rivière-du-Loup, il n'y en a pas beaucoup. À Chicanestrie, il y en a un petit peu plus, je n'y ai jamais vu. Mais je suis allé faire des monts aux États-Unis cet été. Pas nécessairement des monts vraiment super intenses. Là. Il me semble que c'est Pisgah. En tout cas, je ne m'en souviens plus du nom. Puis, bref, je peux vous dire, là, à un moment donné, je regarde mon frère, il y avait une tique sur lui, là, je capote. Là, on enlève, puis tout ça. On part en char, OK, il y en a dans le char, OK. Fait que là, on capote un peu, hein, on a vu qu'est-ce que ça fait, puis tout ça, la maladie de Lyme, tout ça, je n'étais pas équipé. Bref, on a trouvé une dizaine de tiques. Je n'ai même ramené une dans mon sac à dos ici. Fait que dans le fond, les dommages que ça peut faire, c'est super important. Fait que dans le fond, il y a des pinces à tiques là-dedans, des loupes, des trucs. Puis ils montrent comment faire pour la retirer aussi. Je vous conseille de peut-être vous informer avant. C'est pas dans le fond qu'elle vous a piqué que c'est le temps de savoir quoi faire. Je poursuis rapidement. Un petit matelas, j'aime ça apporter ça parce que des fois, on veut s'asseoir pour manger. Fait que c'est vraiment un petit matelas bien cheap que j'ai acheté, là, qui ne coûte pas très nécessairement cher. Super petit, on peut s'asseoir pour prendre de l'humidité et tout ça. Là, après ça, il y a plein de choses. Des chandelles, là, je vois en rafale, des chandelles, des bas de rechange, un imperméable, je n'ai parlé. Après ça, une corde. Toujours pratique, une grosse corde, on peut suspendre des choses. Si, exemple, il faut descendre quelque chose de plus abrupt, on peut l'attacher. Une couverture thermique, super important s'il fait froid. Des allumes-feu.
Et le reste, ben, des bougies, des allumes comme ça. On en passe. Je vous conseille, puis surtout avec l'expérience que j'ai eue en fin de semaine, ben, dans le fond, j'ai pas parlé du briquet. Un briquet, je porte toujours un briquet aussi, genre style Zippo qui allume, qui invente. Fait que une deuxième paire de souliers, c'est mouillé, ben, c'est toujours pratique de pouvoir la changer. Là, il y a d'autres choses. Là, je ne veux pas prendre tout votre temps, il est midi et demi. Mais c'est important d'être bien équipé. C'est important de même avoir un T-shirt, des couches aussi supplémentaires, okay, si on est mouillé ou si on veut les enlever vu qu'on a chaud. Super important d'être bien équipé, bien prévoir aussi la température. Ça fait foi de tout. J'ai-tu oublié quelque chose? Non. Fait que si j'ai oublié quelque chose, puis dans le fond, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de le rajouter à ma liste. Je vais probablement écrire un petit blog là-dessus parce que souvent les gens me posent cette question-là. Bon, je passe d'un un autre sujet complètement, l'intelligence artificielle. Vous le savez, je travaille en technologie, j'ai plusieurs compagnies en technologie, en informatique, en programmation. L'intelligence artificielle fait partie de notre vie présentement. Si vous pensez que l'intelligence artificielle, c'est le futur, oubliez ça, c'est présentement que ça se passe. Ça va s'améliorer, c'est sûr, ça va être meilleur, ça va être plus accessible, bien sûr. Quand on parle d'intelligence artificielle, on pense souvent à OpenAI, qui se trouve être ChatGPT, entre autres. Il y a Microsoft aussi avec Bing, son navigateur, qui a une option aussi. D'ailleurs, Microsoft va sortir bientôt l'intelligence artificielle Microsoft Copilot qui va être dans Office 365. Dans Office, vous allez pouvoir dire, exemple, crée-moi un PowerPoint avec mes états financiers des 5 dernières années. Ça va aller sur votre OneDrive, sur vos fichiers, sur votre SharePoint. Il va sortir toute l'information et vous générer des trucs comme ça automatiquement. Fait que ça va être vraiment merveilleux. Ça va être un assistant personnel qui va révolutionner toute la suite Office et votre façon de travailler. Présentement, ce n'est pas encore sorti. Alors, regardez ça, Microsoft Copilot. On va le vendre directement dans Office 365. Comme j'ai une compagnie d'informatique, ça a été un produit très fort chez nous. Bref, présentement, ChatGPT, si vous ne connaissez pas ça, allez sur openai.com, allez regarder ça, c'est gratuit, la version 3.5. Tu as une version 4 aussi qui est payante, qui est beaucoup meilleure. Moi, je conseille aux gens, si vous aimez un produit, essayez de prendre la version payante pour encourager le développement pour avoir de meilleurs produits. Mais il y a une version quand même gratuite qui fonctionne super bien. Et ChatGPT, c'est quoi? C'est un bot. C'est un robot d'intelligence artificielle. Tu lui poses des questions, il va te répondre. Souvent, les gens l'utilisent pour composer des textes. Alors, tu peux dire, exemple, peux-tu m'écrire une publication Facebook qui va me parler pour inviter les gens à écouter mon entrevue sur un Facebook Live. Je vais traiter de ça, 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 ça. Puis ça va écrire un beau petit texte, qui va apprendre un petit peu, comment tu parles. Ton style aussi, tu peux dire avec humour, avec spiritualité, donner des précisions pour mieux raffiner ton texte. Fait que souvent, les gens le font pour écrire des textes, même prendre des décisions. Des fois, qu'est-ce que tu me conseilles entre telle chose et telle chose? Moi, j'utilise effectivement pour écrire des textes, mais surtout pour faire des recherches. Exemple, quand on parle comment les Templiers ont été arrêtés ou c'est quoi l'histoire du vendredi 13, quand tu fais ça d'une recherche Google, tu vas avoir 1 million de sites, il faut que tu cliques là-dessus, tu vas avoir des bons, des pertinents, des ci, des ça. Des fois, on n'a pas le temps nécessairement. Fait que, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut poser une question directement. Dis-moi, par exemple, c'est quoi l'histoire des Templiers du vendredi 13 et tu peux même dire de façon résumée en un paragraphe. Fait que dans le fond, il va te donner de l'information concise. Fait que ça, j'adore ça énormément beaucoup. Ça m'aide vraiment à mieux travailler. Fait que c'est comme un assistant. Copilot, c'est comme ça, c'est un assistant. Fait que je l'utilise, ChatGPT, beaucoup dans mon travail, beaucoup pour faire mes publications. Fait que ça m'aide vraiment. Mais il n'y a rien de miraculeux. Moi, j'ai des gens qui disent c'est de la merde, ça ne sert à rien, blablabla. Mais c'est ça, il n'y a rien de miraculeux dans la vie, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut faire des efforts. Fait que si vous voulez que ChatGPT vous donne du bon contenu, il faut que tu lui donnes des bons paramètres. Fait que des fois, pour écrire un texte, des fois, le texte est pratiquement écrit au complet. C'est juste que dans le fond, il l'a revu puis remodifié ou le mettre sur un ton ou sur une façon différente. Fait que c'est ça. Si tu veux avoir des résultats dans la vie, il faut que tu t'impliques un minimum. Rien n'est miraculeux, rien n'est gratuit dans la vie, rien n'est facile. Il faut que tu donnes des bons paramètres pour que ça fonctionne. Mais quand tu le fais, ça fonctionne super bien. Il y a 1 million de produits qui se connectent justement avec OpenAI, avec ChatGPT. Dans le fond, pour améliorer l'efficience puis la croissance des entreprises, il y a des produits super intéressants aussi. On en fait chez Enos, ma compagnie de programmation. Je pourrais vous revenir là-dessus, mais c'est d'actualité, toutes ces choses-là. Je vous conseille de regarder ça puis commencer à faire des tests parce que c'est sûr et certain, ça va changer votre vie, ça va la révolutionner. Puis j'espère que ça va l'être de façon positive, bien entendu.
Je vous ai parlé, OK, plusieurs fois, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire. Je vous ai parlé plusieurs fois, OK, de la société parfaite, le monde idéal. Je disais souvent que c'est pratiquement impossible, OK, d'avoir ce genre de société-là, parce que le problème, ce qui se passe, c'est que dans le fond, notre cerveau humain présentement a de la difficulté, OK, à se figurer dans ce monde-là. Exemple, un monde en paix, un monde dans l'amour, un monde où que tout le monde est égaux. On a de la misère à se figurer dans ce monde-là. Moi, Hugo Dubé, entrepreneur, comment je vais être dans ce monde-là? Probablement que je vais être différent. Oui, peut-être je vais être d'autres choses qu'un entrepreneur. Peut-être que ça va stimuler ma créativité, ça va stimuler les mêmes choses que les entreprises me donnent présentement, mais ça va être sûrement différent. Et notre cerveau a de la misère à figurer ça, puis il nous donne justement des blocages pour pas que ça se produise, ce fameux monde-là. Mais j'ai pris le temps de fouiller un petit peu, OK, puis de regarder comment certaines sociétés qu'on dit primitives, souvent on parle exemple, les Amérindiens, par exemple, ou d'autres peuples, OK, comme ça. J'ai été visiter des Kogi aussi en Colombie, ou d'autres peuples qu'on dit sont des fois plus primitifs. Je ne suis pas sûr que c'est primitif parce que souvent, quand on regarde vraiment comment ils fonctionnent, je trouve qu'ils sont pas mal plus intelligentes, ces tribus-là ou ce peuple-là, beaucoup plus intelligents que nous présentement. Puis, je regardais un petit peu parce que dans le fond, ils se vivent dans le moment présent. J'ai regardé, il y a beaucoup de peuples aussi, que là, je ne vais pas en nommer nécessairement, OK, parce que ce n'est pas une recherche vraiment scientifique, ce que je vous dis là, mais il y a beaucoup de peuples qui ont des langues, OK, où il n'y a pas de je, me, moi. C'est juste nous et vous. Fait que le concept d'unité où que tout le monde est égaux, que tout le monde est la même source, OK, est omniprésent souvent dans ces peuples-là. Fait que c'est pas je, tu, c'est nous tout le temps, vous. J'ai même vu aussi certaines tribus, certains peuples aussi, qu'il n'y a pas de concept de passé. Il n'y a pas de verbe pour parler de passé, du passé. Fait que, comme j'étais, c'est juste des verbes dans le moment présent. Puis il n'y a pas beaucoup de verbes aussi non plus dans le futur. Vous le savez qu'on a tendance à toujours vivre dans le futur pour interférer dans le moment présent, avec nos blessures, avec nos croyances limitantes. Puis on est toujours en train de planifier le futur. Dans plusieurs sociétés, ça n'existe pas le passé, puis ça n'existe pas le futur. Là, vous allez me dire, OK, ouais, mais c'est impossible. Notre cerveau, présentement, a appris ça. Mais si à notre naissance, OK, notre éducation a été articulée beaucoup juste dans le moment présent, mais on aurait trouvé ça normal. Tu sais, je fais la comparaison quand Jacques Cartier, OK, est venu coloniser la Nouvelle-France, puis il a découvert le Canada, ben, le concept, OK, de propriété de terrain n'existait pas ici au Canada. Dans ces nouvelles terres-là. Ça n'existait pas. Les Amérindiens ou les autres peuples, eux autres, la terre était à tout le monde. Puis tout le monde était égaux. Okay? Tout le monde avait sa tente, tout le monde avait un métier, tout le monde avait une utilité dans la tribu, dans le clan, dans le peuple. Puis c'est ça que je pense qu'on devrait revenir beaucoup plus. Hein. Chaque personne est utile, chaque personne est égaux, est égale, OK, selon ses capacités, selon ce qu'il aime dans la vie. Puis je pense qu'on devrait prendre beaucoup plus ça comme référent au lieu de dire que c'est des choses, OK, qui les balayer de la main. Notre cerveau, vraiment, a de la difficulté à comprendre ça parce qu'on n'a pas été élevé. On a été élevé où que le passé était omniprésent. Le je et le tu est super important. Le collectif, beaucoup moins. Être beaucoup plus égoïste. Être beaucoup centré sur soi-même. Puis c'est pour ça que, dans le fond, ces concepts-là, on a de la difficulté à comprendre et dire que c'est possible. Mais je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus d'ouverture d'esprit et pouvoir regarder ça. J'en suis convaincu, on serait super avantagé. Je veux revenir aussi sur quelque chose que je parle souvent aussi. Tu sais, les gens me parlent beaucoup. Qu'est-ce que tu penses, OK, des tueurs, des violeurs, OK, des pervers, des criminels, puis tout ça. Tu sais, moi, je ne suis pas dans le jugement, pas en tout là-dedans. Moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est travailler beaucoup sur la prévention. Tu sais, je vous dis tout le temps, parce qu'on vient au monde, on vient pure lumière, OK, on sort du ventre de notre mère, puis après ça, sans faire exprès, nos parents nous blessent. On commence à créer des personnages, OK, pour être aimés, pour être reconnus, pour éviter de souffrir. On a des pensées négatives, on crée notre réalité avec ces pensées-là. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, j'en parle régulièrement. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que là, après ça, on est sur un pilote automatique, puis dans le fond, c'est pas nous qui prenons nos décisions, c'est souvent notre pilote automatique, c'est souvent nos pulsions, nos émotions qui gèrent notre vie. Exemple, on roule en automobile, on s'est coupé en voiture, on est fâché, on klaxonne, OK, on a le goût d'engueuler le gars. Ça, là, c'est pas la pleine conscience. Ça, c'est nos pulsions, nos émotions qui ont pris le dessus. Puis ça qui arrive souvent avec des criminels ou des choses comme ça, c'est des pulsions qui embarquent en premier. Il peut y avoir des maladies aussi, il peut y avoir plein de choses, OK? Mais je pense qu'on devrait travailler avec nos enfants, OK? Comment vivre le moment présent, comment être capable, OK, de
d'observer nos pensées, observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et prendre les bons choix, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions à partir de là. Fait que moi, je suis du genre d'avis de toujours travailler avec nos enfants pour leur inculquer des choses et tout passe par la pleine conscience en faisant les bons choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Je poursuis, je vais juste valider s'il y a des gens qui m'ont écrit dans le chat. Non, vous pouvez m'écrire, OK, ça fonctionne depuis quelques temps, fait que je trouve ça merveilleux. Quelque chose de plus léger, ben, les gens me parlent beaucoup. Hugo, tu as toujours des chiens quand tu étais jeune. Si vous regardez un petit peu, genre, quand j'étais jeune, ben, j'ai des photos de chiens avec moi. Là, présentement, bon, je suis plus en condo. Je suis comme en transition un petit peu. Fait que, bref, c'est sûr que je vais revenir avec un chien bientôt. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, les gens m'ont posé qu'est-ce que j'aimerais comme animal. Fait que je vais vous montrer une photo. Hop, ça fonctionne. Bon. Fait que si vous regardez, OK, ça se trouve, ben là, il y a 2 chiens. Dans le fond, fait que moi, j'aimerais ça avoir un animal qui va me permettre de faire des randonnées, qui va pouvoir faire du sport, des activités en plein air. Puis ça, c'est pas tous les chiens qui le permettent. Fait que je me suis informé beaucoup. J'ai vu des gens aussi. Je suis des gens sur Facebook, sur Instagram. Fait que dans le fond, il y a 2 types de chiens que j'aimerais beaucoup. Il y a le border collie, qui se trouve être le chien plus en noir. Puis l'autre, c'est le berger australien. Fait que le premier en noir, le border collie, il paraît que c'est le meilleur chien pour les randonnées, pour la montagne. D'ailleurs, plusieurs influenceurs que je suis présentement, ils ont ce type de chien-là présentement. C'est un chien vraiment super pour les montagnes, les randonnées, super exigeant. Un chien super bon avec les enfants aussi, qui aime bouger, je ne sais pas dire qu'il aime rigoler, mais qui aime faire des activités. Fait que c'est le genre de chien-là que j'aimerais avoir beaucoup. Le berger australien aussi, un peu dans la même veine, mais sauf que dans le fond, je pense que le border collie, il est mieux. Ma blonde aussi aimerait mieux ça aussi éventuellement. Alors, c'est ça. Fait que j'espère que j'ai répondu à votre question. Puis vous, qu'est-ce que vous aimeriez comme chien? Ou c'est quoi que vous avez présentement comme chien pour faire du plein air? Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous lire et prendre vos avis en considération. Bon, OK, beaucoup de monde, j'ai parlé du sac à dos tantôt, je suis allé quand même assez rapidement. C'est sûr que je vais faire un atelier uniquement là-dessus parce que j'organise des expéditions pour des voyages. Les gens m'en parlent beaucoup. C'est sûr que je vais faire quelque chose de plus détaillé. Les gens m'ont demandé, c'est quoi les marques que j'aime beaucoup, OK, au niveau du plein air? Bon, je vais y aller en rafale, OK. Bon, au niveau des montres, moi, j'adore ça, avoir une montre connectée. Pas connectée pour avoir des notifications, OK, de mon téléphone cellulaire, style courriel, appel téléphonique. Ça, je déteste ça, je trouve que c'est stressant, ça vibre. Fait que moi, je voulais avoir une montre, OK, qui me permet d'avoir des informations, OK, sur ma randonnée, où je suis rendu, mon cœur, peu importe l'altitude aussi, bien entendu, vu que je fais de la montagne. Pouvoir revenir aussi en arrière, voir la carte aussi sur ma montre. Et moi, j'ai choisi la marque Polar, P-O-L-A-R. Fait que c'est une X-Grid, dans le fond, le modèle. OK, ça fonctionne super bien. Elle permet d'avoir l'altitude. Vous allez voir, moi, j'adore les marques scandinaves, surtout suédoises. Ça, c'est finlandais, je crois. D'après moi, j'étais un viking dans une vie antérieure, je ne le sais pas. Fait que, bref, Polar, ça fonctionne super bien. J'ai désactivé les notifications. D'un, c'était pas top au niveau de ces notifications-là, de toute façon. Elle sert uniquement pour le sport, pour mon sommeil. Il y a une belle application aussi pour méditer, pour faire de la respiration aussi. J'adore ça. Il y a d'autres produits super bons aussi. Je suis convaincu que Sunto, après ça, genre Garmin, c'est super bon. Mais moi, j'ai choisi ce modèle-là. C'est pour ça. Puis je vous la conseille fortement. Moi, je charge ça, là, puis tu sais, le Mont Washington, j'ai fait ça. Puis, vous le savez, ça prend de la batterie, puis vu qu'il est toujours en fonction pendant la randonnée, ça me dure une semaine facilement avec une charge. Puis charger, ça prend peut-être environ 15-20 minutes. Ça charge extrêmement rapidement. Bon, au niveau de tout ce qui est linge de randonnée, sac à dos, moi, c'est Valstraven. C'est le petit fameux, le petit design, le petit renard. J'adore cette marque-là. Tout ce qui est pantalon de trekking, de hiking, j'adore ça. Sac à dos, bien entendu, casquette, ça, c'est ma marque Fétiche. C'est une marque suédoise. Je vous la conseille fortement. C'est quand même dispendieux, mais c'est super rigide. Je n'ai jamais brisé aucun chandail, aucun sac à dos. Ça t'offre super bien. Au niveau de mes souliers de randonnée, OK, même si j'ai eu un petit problème au Mont Washington, moi, j'adore la marque Salomon. OK, c'est léger. C'est souvent en Gore-Tex aussi. J'adore ça. Quand même un prix assez important quand même, là, mais c'est sûr que ça dure extrêmement longtemps. Que vous les utilisez genre pour faire de la randonnée en forêt ou les utiliser pour voyager, on est bien, ça respire bien, tu ne pues pas des pieds avec ça, c'est formidable, je vous le conseille fortement. J'ai essayé d'autres modèles, OK, mais je vous le dis, j'ai toujours été déçu comparativement à Salomon. Ils font d'autres produits aussi extrêmement bons, Salomon, là, mais au niveau des souliers, c'est parfait.
Je ne l'ai pas avec moi, mais Offspray, au niveau des sacs à dos, OK, ça fonctionne super bien. D'ailleurs, ma gourde, OK, pas ma gourde, mais ma poche à eau, OK, c'est cette marque-là. Beaucoup de sacs à dos, je trouve ça super bien. Je conseille ça à mes gens qui font des voyages avec moi. Souvent, c'est des voyages où on part avec notre sac à dos dans l'avion, fait que c'est 40 litres et moins. C'est des bons sacs à dos, pas trop chers. OK, souvent, dans le dos, il y a une paroi qui empêche que le dos colle directement. Ça fonctionne super bien. Je les conseille. Souvent, tu peux le dézipper facilement pour avoir accès à ton stock dans le sac à dos, même si c'est au fond. Je le recommande fortement. Autre chose, MSR, au niveau des raquettes, OK, ça, c'est les meilleures raquettes au monde, selon moi. Moi, j'ai un modèle, je ne m'en souviens plus c'est lequel modèle. OK, ils sont serrés présentement, il n'y a pas de neige, mais il y a des crampons pour pouvoir faire un peu de randonnée en montagne à pic. J'adore ça, c'est robuste, pas tuable. Au niveau de tout ce qui est, je l'ai montré tantôt, tout ce qui est cooking aussi, nourriture, pour moi, c'est MSR. J'utilise ça vraiment. Il y a vraiment des bons produits. C'est compact. Il y a une catégorie aussi pour sac à dos. Ça fonctionne bien. Je sais qu'ils ont des tentes aussi puis d'autres produits. Ça marche super bien aussi. Je vous conseille. Moi, au niveau de ma tente, sac à dos, je suis allé avec Valschraven parce que dans le fond, j'aimais la marque. Mais je veux dire, MSR font des bons produits aussi, bien entendu. Au niveau de tout ce qui est là, je n'ai pas, mais tout ce qui est tasse, cuillère, même avec des chauffe-eau. J'aime la marque Promis. C'est suédois aussi. Ça appartient, je pense, à Valschraven. Il y a des trosses entre les sites web. Encore là, c'est des bons produits. Je vais vous les écrire, OK, parce que là, je vais quand même assez vite. Arc'teryx aussi, vous connaissez ça souvent. J'aime ça, les petits manteaux, OK, légers, ça va super bien. J'adore ça. Cotopaxi, j'adore leur sac à dos parce que quand on part en voyage, on part avec des gros sacs à dos 40 litres, mais ça nous prend un petit sac à dos de randonnée qui ne prend pas trop de place. Il y a un modèle là, qui est très compact. J'adore ça. Les designs sont extraordinaires. C'est merveilleux, je vous conseille. Au niveau des couteaux, moi, c'est Morak Knife. Fait que c'est ceux-là, ça aussi. Ou Eli, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Je pense que c'est norvégien, ça aussi. Fait que c'est des bons produits, c'est pas tuable, ça fonctionne bien. Je les recommande. LL Bean aussi, que je n'ai parlé tantôt, qui est à Freeport, il y a un magasin, c'est toujours des bons produits, ça aussi. Eli Hansen, j'adore ça. J'ai une casquette d'ailleurs présentement. North Face aussi, j'ai un petit imperméable qui fonctionne bien. Fait que c'est mes produits fétiches de mon côté. C'est important de bien les essayer. C'est important aussi d'être bien à l'intérieur. Puis quand on connaît une marque, okay, puis on connaît nos grandeurs, ben c'est facile par la suite, okay, de les sélectionner, de les choisir. Fait que ça vaut la peine de bien regarder pour avoir des produits qui vous conviennent. Parce que faire une randonnée, si tu n'es pas bien dans des chaussures, ça te donne des ampoules, ben, ça peut faire une différence entre une belle randonnée ou une randonnée moins intéressante. Fait que je vous dis, c'est important de bien vérifier ça. J'espère que je vous ai aidé à trouver des bonnes marques. Comme je vous ai dit, Valschraven, comment ça s'écrit? Ben, c'est peut-être difficile. Je vais vous les écrire en description probablement en fin de semaine. Fait que si ça vous intéresse, gênez-vous pas. Là, j'ai quelque chose d'un petit peu tweaky. Je vais prendre une bonne gorgée. Je vous ai parlé depuis environ 2-3 entrevues que je fais. Je vous ai parlé que je suis en train de lire un livre sur Marie-Madeleine. Dans le fond, on peut peut-être douter un petit peu de la véracité de l'information qu'il y a dedans. Dans le fond, c'est un gars qui a canalisé de l'information de Marie-Madeleine, qui est un médium. Puis dans le fond, ce qu'a dit Marie-Madeleine dans les livres, c'est simple, c'est que dans le fond, c'est la compagne de Jésus, blablabla. Puis dans le fond, elle a eu un enfant avec, puis lorsque Jésus a été crucifié, ben, dans le fond, elle est partie, puis nanana. Puis il s'est formé 2 gangs, OK, au niveau des apôtres. OK, une gang qui était plus au niveau grec, puis une gang qui était plus au niveau juif. Puis là, il faut comprendre une chose. Alexandre le Grand, qui était un grec, il a tout conquis ce territoire-là, la Judée, l'Israël, la Palestine actuellement, puis aussi genre l'Égypte, puis beaucoup plus, là, la Perse, puis il est allé très loin. Les influences grecques étaient vraiment présentes à l'époque de cette histoire-là. Puis juste donner une histoire, juste donner une idée, Cléopâtre, OK, ben dans le fond, c'est une grecque. Parce que dans le fond, c'est les pharaons Ptolémée, OK, qui se trouvait un ancien général d'Alexandre le Grand. Fait que, même en Égypte, OK, depuis plusieurs années, c'était des Grecs qui étaient au pouvoir, OK, même si c'était des pharaons, puis dans le fond, il y avait une influence égyptienne assez importante. Puis en Judée, ben, c'était ça, il y avait beaucoup d'influences grecques. D'ailleurs, les Romains étaient au pouvoir aussi, qui sont beaucoup plus proches de la philosophie grecque que, par exemple, la philosophie hébreu, juif de l'époque. Fait que dans le fond, il y a 2 clans qui sont formés. Une gang
avec leader Marie-Madeleine, plus d'influence grecque, que la femme est l'égale de l'homme dans la philosophie, et bon, Pierre, OK, puis d'autres apôtres, plus au niveau, OK, juif, hébreu, puis tout ça, puis deux groupes, OK, qui sont vraiment chicanés, puis qui étaient même en conflit et en guerre. Bref, on le sait, OK, le côté catholique qui est plus traditionnel, où la femme est reliée au second niveau, et c'est lui qui l'a remporté dans toute cette histoire-là. Bref, je t'ai parlé aussi d'un film qui s'appelle Agora, un film super connu avec des auteurs connus, que dans le fond, c'est à l'époque où que l'émergence des chrétiens style catholique. Bref, Agora qui est une femme. L'Agora, dans le fond, c'est comme une place pour parler, tout ça, avec les philosophes, tout ça. Puis l'actrice principale, dans le fond, était une philosophe, une scientifique. Tu vois vraiment le conflit entre les chrétiens puis, dans le fond, les gens qui sont plus au niveau grec. Puis, en tout cas, il y a eu des meurtres, il y a eu des conflits aussi de ce côté-là. Puis là, j'ai constaté quelque chose d'extraordinaire, puis c'est une théorie farfelue que j'ai. Puis moi, je suis une personne qui aime ça regarder l'histoire, qui aime ça aussi regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie. Puis on le sait aussi qu'il y a eu des conflits aussi au niveau de la région catholique. Au début, il y a eu le concile de Nice avec Constantin pour dire, est-ce que Jésus est un Dieu ou Jésus est un humain qui a transcendé vers une spiritualité élevée, divin, peu importe. Puis encore là, je ne suis pas là pour vous dire que c'est vrai tout ça. Et j'ai une théorie intéressante là-dessus. Je constate dans les églises, il y a souvent une statue à l'entrée de l'église, à l'extérieur. Puis il y a toujours, genre une statue, soit genre la Sainte Vierge avec un enfant dans les mains. Puis dans le fond, il y a toujours genre soit un Jésus. Puis tu sais, je suis en train de penser, est-ce que dans le fond, encore aujourd'hui, il y a encore cette idéologie, deux idéologies, genre où que, tu sais, Marie-Madeleine, Jésus, plus où que la femme est l'égale de l'homme, versus, OK, une religion qui est beaucoup plus, OK, c'est l'homme qui est au pouvoir. Parce que, promenez-vous un peu, regardez les églises, souvent, on a soit un ou l'autre. Puis soit la Vierge Marie, on pourrait être une Marie-Madeleine avec un enfant dans les bras. C'est peut-être l'enfant. Puis là, je lance un peu le débat là-dessus, voir est-ce que c'est une théorie qui pourrait être intéressante à regarder, puis tout ça. Est-ce que c'est vrai? On voit un peu avec le film de Dan Brown, de Da Vinci Code, qui aurait des descendants de Jésus, de Marie-Madeleine et compagnie. Alors, je lance un peu cette idée-là. Est-ce que, dans le fond, il y a des gens encore aujourd'hui, ou à l'époque, quand les églises ont été construites, qui avaient deux courants de pensée, puis dans le fond, qui le cachaient dans des statues, des choses comme ça. Mais on voit vraiment une différence, puis même à l'intérieur des églises, on voit vraiment une tendance vers un ou l'autre. Puis, je vous lance ça comme ça. Puis encore là, c'est pas pour vous dire que c'est vrai. C'est pas pour vous dire non plus que dans le fond, je suis religieux, tout ça. Mais moi, l'histoire me passionne. Toutes ces choses mystérieuses-là me passionnent. Mais utilisez toujours votre discernement pour voir si ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Bon, et je suis rendu à quelque chose d'encore plus léger, la pierre de la semaine. Je prends toujours une roche, une pierre, puis je vous parle toujours de ses propriétés, de qu'est-ce qu'elle fait. Puis aujourd'hui, c'est une pierre super intéressante parce que dans le fond, c'est une pierre qui est omniprésente au Pérou. Ça se trouve avec la serpentine. J'ai plusieurs versions, elle est très verte. J'ai d'ailleurs une croix Inca en collier avec de la serpentine. Après ça, j'ai un petit bracelet en serpentine verte. J'ai même un collier. Cette pierre-là, c'est une collier qui a été faite avec une serpentine du Machu Picchu. C'est un collier que j'ai acheté avec de l'alpaga. Dans le fond, la serpentine très omniprésente au Pérou, un voyage que je reviens avec ma conjointe en août, un voyage que je propose aussi en 2024 avec un groupe. Je vais vous lire la serpentine, je ne sais pas par cœur nécessairement. Puis la serpentine est souvent associée et considérée comme une pierre protectrice associée à la guérison, à la transformation personnelle, à l'énergie vitale. Elle est aussi liée au chakra du cœur, merveilleux, favorisant la compassion, la réconciliation intérieure et l'ouverture émotionnelle. Merveilleux. D'ailleurs, justement, le fameux collier m'arrive quasiment au niveau du cœur, c'est parfait. Sur le plan spirituel, la serpentine est parfois associée à la Kundalini, une énergie spirituelle qui est censée résider à la base de la colonne vertébrale. Certains pratiquants spirituels estiment que la serpentine peut aider à éveiller et à équilibrer la Kundalini. Je pourrais en parler davantage dans une autre entrevue, favorisant ainsi la croissance spirituelle et l'illumination. La pierre serpentine est également vue comme un symbole de régénération en rappelant la capacité du serpent à se renouveler en muant.
il perd la peau à X fréquence. Fait que c'est un peu ça le renouveau. Cette pierre est souvent utilisée pour aider et à éliminer les énergies négatives, à stimuler la créativité et à favoriser l'introspection. Fait que c'est merveilleux comme pierre, j'adore ça. Fait que, comme je vous dis, moi, je suis attaché beaucoup avec la serpentine parce que c'est une pierre qui vient du Pérou. Fait que j'adore le Pérou. Fait que dans le fond, c'est une pierre qui est quand même assez belle. On ressemble un peu à du jade et compagnie. Bref, j'ai pratiquement terminé. Je terminerai peut-être avec le tirage de ma carte de la semaine. Vous savez, je tire toujours une carte d'ange à toutes les semaines, à toutes les entrevues que je fais. C'est que là, on va fermer les yeux. Il y a quand même beaucoup de personnes présentement. On va envoyer de la belle énergie à mon paquet de cartes. On va prendre 3 bonnes respirations. Et là, vous allez me dire quand arrêter. Hop! Fait que dans le fond, c'est l'ange de la paix. Super belle carte. C'est écrit en bas calme, silence, liberté. C'est le chiffre 10. C'est un beau chiffre. Fait que si on regarde, on le coupe, ça fait 1. Bref, l'ange de la paix, c'est je pense une des choses qu'on recherche, souvent on recherche à l'extérieur, c'est la paix. Puis la paix, on peut la trouver à l'intérieur de nous, OK? On ne la trouve pas à l'extérieur de nous. Puis tu sais, on a appris que dans le fond, il faut soit aller super bien, OK? Être heureux, puis je veux dire, pétiller d'abondance et de bonheur, ou des fois on est triste, OK? Puis on reste là. L'important, c'est de vivre sa joie, vivre son bonheur. Mais c'est toujours revenir dans l'équilibre, dans le centre. Et la même chose quand on a quelque chose de plus triste ou on a de la peine, c'est vivre cette peine-là, vivre cette tristesse, mais toujours revenir rapidement dans l'équilibre. Cet équilibre-là, c'est la paix. Puis la paix, selon moi, c'est qu'il ne se passe absolument rien. La paix, là, c'est le calme, il ne se passe rien, c'est le silence. On a appris, par exemple, dès notre naissance, que être dans la paix, dans le silence, c'est difficile, c'est même désagréable. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à rien faire. On est toujours sur notre téléphone, je cherchais, là, il est comme à l'autre bout, sur notre téléphone intelligent, toujours pour se stimuler, toujours aller dans une émotion idéalement positive ou négative, qu'on n'a pas appris à être dans notre équilibre, dans notre paix. Puis ça, c'est ça que vous devez rechercher, à être toujours en paix, être calme, en silence avec vous-même, toujours revenir dans le milieu. Puis c'est là que, dans le fond, qu'on est bien, puis c'est là qu'on trouve un équilibre extraordinaire, puis qu'on est heureux dans notre vie. C'est pas en allant sur les highs de bonheur, puis dans les highs de tristesse, c'est en trouvant notre équilibre. Et j'espère que, dans le fond, ça vous parle, soyez en paix. Pour terminer, je veux vous inviter à 2 choses. Je vais juste... Bon. Première chose, likez mon vidéo, partagez, aidez-moi à propager cette bonne nouvelle-là. J'espère que vous avez apprécié ça, mais j'ai besoin de votre aide pour partager, pour aimer ce que je fais. Deuxième des choses, pour terminer, je fais une séance d'information ce dimanche, qui sera le 15 octobre à 9 h le matin. Je vais parler de mes 2, je pense que non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, vous m'entendez encore. Je vais vous parler à 9 h le matin de mes 2 séances, de mes 2 voyages, excuse-moi, de 2024 que j'offre à mes clients en cavale et à tout le monde aussi. Je vous l'offre à toute la population. Ces 2 voyages de croissance personnelle, de spiritualité, mais aussi d'aventure. On va aller au Guatemala en février et on va aller au Pérou en mars. 2 voyages d'environ 10 jours. Fait que je donne toutes les informations de ces voyages-là pendant cette séance d'information-là. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vais vous dire qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel. Le Guatemala, pour moi, c'est une place extraordinaire. Ça va être la 2e fois que j'y vais. J'ai trippé sur ce pays-là. J'ai eu un coup de cœur. C'est merveilleux. Les volcans. On va escalader des volcans. On va faire des belles randonnées dans les volcans. On va aller à 4000 mètres. C'est vraiment formidable. On va voir des lacs aussi. Le lac Atitlan, qui selon moi, qui est le plus beau lac au monde. Un peu le même principe que le lac Titicaca au Pérou. Fait que c'est vraiment un voyage extraordinaire. Je vous recommande. Le Pérou, 2e coup de cœur aussi. Ça va être ma 4e fois que je vais y aller. Encore là, si vous aimez les ruines, les Incas, si vous aimez les montagnes, si vous aimez la nature, bien manger, c'est 2 voyages pour vous. Je vous le dis, je vous le recommande. C'est mes 2 coups de cœur. Fait que vous pouvez venir dimanche prochain, le 15 octobre, à 9 h. Ça va être en rediffusion aussi, encore là, sur ma chaîne YouTube. Fait que je vous conseille. Ensuite, prochain voyage que j'organise, le Brésil il est complet pour le mois de novembre. Fait que je suis désolé.
Le prochain voyage qui est disponible, c'est l'Équateur le 4 décembre prochain. L'Équateur, un peu la même chose, okay, c'est dans les Andes, il y a de l'Amazonie, il y a des volcans, il y a des montagnes, il va y avoir des chutes, on va faire du surf aussi, ça va être merveilleux. Peut-être un pays que vous connaissez un petit peu moins, mais c'est un pays qui gagne à être connu un peu comme le Guatemala. Le Pérou, tout le monde en entend parler, le Costa Rica, mais c'est deux pays okay, vraiment qui gagnent à être connus. La nourriture est excellente. La diversité des activités qu'on peut faire, c'est extraordinaire. Fait que si ça vous intéresse, je vais en parler quand même un peu d'Équateur le 15 octobre, dimanche prochain. Mais vous pouvez m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir à vous en parler davantage. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon entrevue aujourd'hui. Moi, ça m'a fait toujours plaisir de vous parler. Si vous avez des sujets que vous voulez parler, écrivez-moi. J'ai besoin de contenu, hein, souvent ce que je fais pour pouvoir produire une entrevue, c'est que je vous parle un peu de ce que j'ai eu dans les dernières semaines ou dans la dernière semaine. Je vous parle de mes expériences de vie, de mes réflexions, tout ça. Fait que toujours dans la bienveillance, dans le respect, utilisez toujours votre discernement. Fait que je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, profitez pour sortir dehors. C'est l'automne, c'est merveilleux. Puis aujourd'hui, le vendredi 13, ayez des pensées positives, je vous le dis. Vous allez attirer de belles choses. Vos pensées créent votre réalité. Et la carte de la semaine, la paix, soyez en paix, c'est ce qu'on recherche. Alors, bonne journée tout le monde. On se reparle très bientôt. Bye bye!